Responsabilité, le podcast de Charlotte Michon. Droits humains pour comprendre les nouvelles obligations des entreprises. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast consacré aux nouvelles responsabilités des entreprises en matière de droits humains. Je suis Charlotte Michon, je suis avocate et j'accompagne les entreprises dans la compréhension et la formalisation de leurs démarches droits humains et dans la conformité à leurs devoirs de vigilance. Nous allons parler aujourd'hui des arrêts de la Cour d'appel en matière de devoirs de vigilance. Aujourd'hui, un podcast d'actualité puisque nous allons évoquer les 3 arrêts qui étaient très attendus de la Chambre spécialisée de la Cour d'appel sur les premières affaires du devoir de vigilance. Donc ces arrêts ont été communiqués le 18 juin dernier et donc dans les affaires concernant EDF au Mexique, Total Energy sur le changement climatique et Veolia Enseignement Suez au Chili. Alors déjà, rappelons que c'est la première fois que la nouvelle chambre spécialisée est amenée à se prononcer. Donc ce sont ses premiers arrêts. Elle a été créée, cette chambre spécialisée, par la Cour d'appel de Paris en début d'année pour gérer justement les contentieux dits émergents et notamment ceux sur le fondement du devoir de vigilance. Donc elle avait été saisie en appel d'ordonnance d'irrecevabilité, donc rendue l'année dernière surtout et l'année précédente pour EDF, dans ces 3 affaires. Et elle avait choisi donc de regrouper les affaires et l'audience avait eu lieu le 5 mars. Alors je ne vais pas reprendre tous les points, finalement ces arrêts sont assez conséquents et intéressants. Il y a des éléments spécifiques à chaque affaire que je ne vais pas vous développer, mais là c'est plutôt pour vous donner les grands enseignements communs et la jurisprudence qui se dessine, et notamment suite aux affaires EDF et Total Energy Climat. Donc un petit point juste sur l'affaire Veolia Suez, donc au Chili, dans laquelle là la Cour d'appel a confirmé la décision de première instance qui avait déclaré irrecevable la demande des ONG, en ce que l'assignation n'avait pas assigné la bonne personne juridique. Donc il s'agissait non pas de la société anonyme mère, mais l'une de ses filiales à 100%. Donc les juges ont rappelé que la loi visait avant tout les sociétés mères avec, et je cite, la tête de groupe et la débitrice naturelle et inconditionnelle de l'obligation de publier et de mettre en œuvre un plan de vigilance, ce qui, le rappel évidemment, n'empêche pas que cela puisse être une filiale qui rentre elle-même dans les critères d'application de la loi, et même a priori une SAS, puisque là il s'agissait d'une SAS et il y a peut-être encore, je ne suis pas sûre d'ailleurs, qu'il y ait encore des questions sur le champ d'application de la loi de devoir de vigilance au SAS. Mais il faut, pour décider quelle entité juridique assigner, il faut vraiment regarder l'auteur du plan publié. Et en l'occurrence, le plan a été publié dans le document d'enregistrement universel, qui est rédigé, qui est déposé à l'AMF par Suez SA à l'époque, donc la société mère. Et donc, il a été considéré que la filiale n'avait pas qualité à défendre à l'action. Donc ici, l'arrêt a confirmé les décisions du juge du fond. En revanche, dans les autres affaires, et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui, donc EDF et Total Energy Climat, les décisions ont été infirmées et donc il va y avoir un renvoi vers le juge du fond, et donc les affaires continuent, si je puis dire. Alors, le principal point de ces questions était sur la question de la procédure et de la mise en demeure. Donc, je vous rappelle que le mécanisme prévu par la loi est là dans l'article 1 de la loi, donc sur l'action en injonction, et la demande d'une mise en demeure, donc, à l'entreprise, qui doit indiquer les non-conformités éventuelles à la loi. Et après 3 mois, il y a la possibilité pour toute personne justifiant d'un intérêt à agir de assigner l'entreprise devant le tribunal judiciaire de Paris. Donc il y avait une question concernant l'identité du plan de vigilance entre celui sur lequel la mise en demeure s'appuie et celui courant, si je puis dire, ou le dernier qui a été publié au moment de l'assignation. Ça, c'est la question qui se posait dans l'affaire EDF. Et il y avait une autre question dans l'affaire Total, où là, c'était bien le dernier plan de vigilance, enfin l'assignation a suivi le dernier plan de vigilance publié sur lequel l'entreprise avait été mise en demeure, mais il y avait des divergences entre les demandes formulées dans l'assignation et celles qui avaient été les informations et les demandes qui avaient été mises dans la mise en demeure, et plus précisément, elles étaient plus précises.
Donc, ce que disent les juges, c'est qu'elles ont d'abord rappelé, et ça c'est explicite dans la loi, que cette question de la mise en demeure est bien une condition préalable et donc une condition de recevabilité de l'action. Ce qu'ils nous disent aussi, c'est qu'ils ont tranché un peu la question de savoir quel est l'objectif finalement de cette mise en demeure, de ce processus de mise en demeure et de cette période laissée à l'entreprise de 3 mois. Est-ce que c'est parce qu'elle doit permettre, voire obliger à une phase de dialogue préalable, à une période de concertation, ce qu'avaient indiqué les juges du fond? Et donc la réponse aujourd'hui est non, et je vais vous lire l'arrêt qui précise, c'est dans EDF, il s'ensuit que même si en pratique la mise en demeure peut être utilisée comme un levier de dialogue avant la saisine du juge, la loi n'en fait pas un préalable à l'ouverture de négociations entre la société concernée et les parties prenantes, mais une interpellation émanant de toute partie ayant intérêt à agir, au terme de laquelle est notifiée une demande de mise en demeure en conformité dans un délai de 3 mois. Donc ce n'est pas une obligation de dialogue pour les entreprises, ce qui n'empêche évidemment pas de le faire et d'organiser les échanges avec les parties prenantes. Cette période de 3 mois et ce processus de mise en demeure, il doit permettre, son objectif est de permettre à l'entreprise de lui laisser le temps nécessaire pour se mettre en conformité, pour regarder les conformités et pour répondre. Et donc, pour qu'elle puisse bien y répondre, il faut bien sûr que l'interpellation, la mise en demeure soit suffisante, qu'elle soit assez ferme et précise pour que l'entreprise puisse comprendre les non-conformités alléguées. Mais là aussi, les juges se prononcent en faveur des arguments des ONG en disant qu'il n'est pas non plus nécessaire, dans l'affaire Total, que les demandes soient exactement les mêmes entre la mise en demeure et l'assignation. Il faut juste, et je dis juste entre guillemets, que ce soit substantiellement les mêmes demandes, suffisamment précises, que ce soit les mêmes catégories de risques, les mêmes catégories de mesures, mais qu'il n'y a pas besoin d'une concordance et d'une similitude exacte. Et donc là aussi, je vais vous dire, je vais vous citer l'arrêt qui est assez clair. L'objet de cette mise en demeure doit correspondre substantiellement à celui de la demande en injonction, et notamment et donc de l'assignation, et notamment faire référence aux mêmes risques, atteintes graves et obligations à respecter au sens de ce texte, le débiteur du plan devant être informé des griefs formulés à son encontre. En revanche, à défaut de précision dans la loi, il ne peut être exigé comme condition de recevabilité de l'action en injonction que la mise en demeure et l'assignation visent exactement le même plan de vigilance, notamment en termes de date. Donc ce que dit la Cour, c'est que substantiellement, on doit avoir les mêmes demandes par rapport à des mêmes faits, par rapport à des mêmes domaines de risque. Mais en revanche, il n'y a pas besoin que ce soit sur le même plan et il n'y a pas besoin que les demandes soient exactes en termes de précision et que l'assignation peut être sur ce point beaucoup plus précise et développée. Elle reconnaît donc que les plans peuvent, sur la question de la date, que évidemment les entreprises peuvent se conformer, les plans peuvent évoluer, que les pratiques peuvent s'améliorer, mais ce qu'elle considère, c'est que ce sera au juge d'en décider dans le cadre de son pouvoir et que ce n'est pas au niveau en fait du stade de la recevabilité qu'on ne doit pas en faire une condition de recevabilité. Et donc, dans les deux arrêts, si vous regardez les deux arrêts, les juges ont bien regardé, il y a une analyse assez circonstanciée, ils recitent les mises en demeure, ils recitent les assignations, et donc ils recherchent finalement si il y a un lien suffisant de rattachement entre les mesures, ce qui est le cas dans les deux espèces, et donc ils infirment les ordonnances d'irrecevabilité sur ce point. Il y avait une deuxième question aussi d'ailleurs dans les deux affaires sur la question des signataires. Est-ce que en gros, il y a besoin d'être signataire de la mise en demeure pour pouvoir assigner ensuite l'entreprise. Et là aussi, la Cour d'appel considère que non, il n'y a pas besoin d'être signataire. Il faut qu'il y ait une mise en demeure. Évidemment, c'est une condition préalable. Mais pour après, dans l'assignation, il n'y a pas besoin de concordance dans les signataires parce que, et ça c'est le texte de la loi qui nous le dit, la loi ne pose que comme condition l'intérêt à agir. Donc, si on résume, on peut avoir une mise en demeure qui vise certains risques, et là en l'occurrence c'était les risques liés aux communautés locales. Donc il faut que l'assignation prenne le même de risque, se conforme à ce qui a été identifié comme risque pour l'entreprise. Donc elle ne pourrait pas avoir par exemple
une assignation qui porte sur les droits des travailleurs au niveau d'un même projet, si ça n'a pas été évoqué dans la mise en demeure. Mais il ne faut pas que ce soit nécessairement exactement les mêmes demandes en termes de précision, entre la mise en demeure et le plan de vigilance. Et il ne faut pas non plus que ce soit forcément les mêmes signataires. Et donc, on peut avoir des ONG, des organisations syndicales qui se rajoutent au moment de l'assignation, sous réserve que ça porte sur les mêmes faits. Le deuxième élément qu'on peut retirer de ces décisions concerne l'intérêt à agir et notamment des collectivités locales. Donc, il y avait un certain nombre, dans l'affaire Total Climat, il y avait un certain nombre de collectivités locales qui s'étaient portées, qui étaient parties ou en intervention volontaire. Et donc, la question était de savoir si elles pouvaient avoir qualifié un intérêt à agir et donc être parties à l'assignation. Et là, les juges disent que pour être recevable, pour avoir la qualité à agir, il faut que les communes subissent finalement les effets de la question, en l'occurrence le réchauffement climatique qui est global. Et il faut qu'il y ait vraiment la démonstration d'une atteinte et d'un retentissement particulier, donc du réchauffement climatique sur le territoire de la commune concernée. Il ne suffit pas de dire le changement climatique a un impact global et que finalement tout le monde est concerné, certes, mais là, pour que les communes aient un intérêt à agir, il faut qu'elles arrivent à caractériser le fait que sur leur territoire de compétences, il y ait des effets très particuliers du changement climatique pour être recevables à agir. Et donc, un certain nombre de collectivités locales ont été déclarées non recevables à agir, n'ayant pas l'intérêt à agir. En revanche, et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il y avait la ville de Paris qui était dans l'affaire, alors non pas en tant que partie, mais sous forme de l'intervention volontaire. Et les juges, même si ce n'est pas exactement les mêmes procédures et le même lien à considérer, ils ont fait la même analyse. Et là, pour la ville de Paris, ils ont considéré qu'ils avaient caractérisé les effets existants et à venir du phénomène global du changement climatique sur la ville de Paris, compte tenu de sa taille, etc. Et donc, eux ont été déclarés recevables dans leur intervention volontaire. La troisième chose que je voulais vous mettre en avant, c'est sur toujours Total Climat, c'est sur la question de l'article 1252 du Code civil. Donc, il y avait, en plus du fondement du devoir de vigilance, il y avait une demande complémentaire sur le fondement donc, de l'article 1252 du Code civil par les ONG qui vise cet article à demander des mesures raisonnables propres à prévenir ou à faire cesser un préjudice écologique. Donc c'est un autre fondement. Et les juges du fond avaient rejeté ce fondement sur l'argument que finalement, comme c'était les mêmes demandes qui visaient, que ce soit au titre de la loi devoir de vigilance ou de 252, qui visaient à faire changer finalement la stratégie climatique de Total Energy, qu'on ne pouvait avoir deux fondements complémentaires et qu'il ne devait être utilisé que le régime dit spécial qui a été créé par le devoir de vigilance. Et là, les juges rejettent cet argument en considérant que, effectivement, les mesures demandées au final se rejoignent, mais que les fondements juridiques sont distincts, qu'ils sont autonomes, qu'ils ont des objectifs différents, que la loi de 2017 sur le devoir de vigilance n'a pas créé un régime spécial de responsabilité, donc excluant la responsabilité au titre du préjudice écologique, donc prévu par l'article 1252 du Code civil. Et donc, il est possible de mobiliser les deux actions de façon complémentaire, évidemment en montrant après les différents manquements propres à chaque action et en caractérisant les conditions de recevabilité de chaque action. Donc là encore, les juges de la Cour d'appel infirment la décision de ne pas considérer qu'on puisse aussi porter l'affaire sur le changement climatique, donc au titre de l'article 1252 du Code civil. Là aussi, pour votre parfaite information, il y avait aussi une question sur cet article de qualité et d'intérêt à agir, donc sur ce fondement. Donc il y avait la question sur les collectivités qui a été le même, en fait, qui, elle, devait concerner, il y avait la mention explicite dans l'article 1248, donc qui prévoit qui peut porter les actions au titre du préjudice écologique. Donc il y avait la mention spécifique qu'il pouvait y avoir des collectivités locales, mais qu'il fallait que leur territoire soit concerné. Et donc là, ils ont fait le même raisonnement en disant que les collectivités locales n'avaient pas prouvé qu'elles étaient particulièrement concernées par question du changement climatique.
Et pour les ONG, et notamment l'ONG Notre Affaire à tous, qui est à l'origine de beaucoup de contentieux devoirs de vigilance, il y avait des questions sur, là aussi, il y avait la mention dans l'article 1248 de associations qui devaient avoir 5 ans d'existence, donc c'était cité par la loi. Mais là, les juges ont considéré que c'était une énumération suggérée qui était introduite par des termes tels que, et donc ça n'instaurait pas une liste limitative de personnes autorisées à agir. Et donc, même les ONG, les associations qui ont moins de 5 ans d'existence peuvent utiliser ont intérêt à agir pour utiliser ce fondement. Voilà, il y a sûrement encore beaucoup de choses à dire sur ces décisions qui sont quand même assez conséquentes. On attend donc la prochaine décision, a priori, de la chambre d'appel spécialisée sera donc celle sur l'appel de la décision La Poste, donc qui a été fait en début d'année. Donc nous suivrons évidemment ça. Et il va y avoir aussi cette année les autres affaires, parce qu'il y aura 13 affaires sur le titre du fondement de devoir de vigilance aujourd'hui, donc qui auront les premières, audiences sur de mise en état ou sur le fond. Et je n'ai pas d'informations aujourd'hui sur les dates précises. Voilà. Merci à tous de m'avoir écouté et donc nous nous retrouvons dans 15 jours pour un nouveau podcast. Ce podcast est proposé et présenté par Charlotte Michon. Vous pouvez la contacter sur LinkedIn pour plus d'informations. Produit par Amicus Radio, réalisé par Léobardo Arango.